Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose la suite de notre série de portraits consacrés aux maires concernés par l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. En effet, le 17 janvier dernier, Édouard Philippe a annoncé la marche arrière du gouvernement sur ce projet d'aéroport. Hier, nous avons rencontré Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et aujourd'hui, on est à Notre-Dame-des-Landes pour rencontrer le premier édile, Jean-Paul Naud. Le principe reste le même, prendre le temps de l'échange pour évoquer leur rôle de maire dans ce dossier et aussi comment ils envisagent l'avenir. On rejoint tout de suite Jean-Paul Naud dans son bureau. On a poussé les murs dans le bureau du maire de Notre-Dame-des-Landes. Jean-Paul Naud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre mairie, mairie d'une petite commune bien connue, Notre-Dame-des-Landes, 2200 habitants. Une commune opposée, bien entendu, au transfert de l'aéroport ici à Notre-Dame-des-Landes. Lors de la consultation du 26 juin, les habitants avaient voté à plus de 73,5% non au transfert. Vous êtes élu maire depuis 2008, élu sur la commune depuis 2001. Quelle part ce dossier a représenté dans vos mandats ? Une part assez importante parce que quand j'ai été élu maire en 2008, c'était un mois après la signature de la déclaration d'utilité publique par le Premier ministre de l'époque, François Fillon. Donc après, c'est un dossier qui était relativement chronophage dans le mandat précédent, puisque c'est un travail qui venait en plus des dossiers communaux ou des dossiers intercommunaux. Des affaires courantes, on va dire. Des affaires courantes, voilà, d'une commune tout à fait classique. Et un peu moins chronophage depuis 2014, depuis les élections municipales de 2014, parce que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 2014. À part attendre. À part attendre, mais il y avait quand même des réunions, donc c'est un dossier quand même qui était chronophage. Qui a pris évidemment beaucoup de place. Alors, vous étiez un opposant, on parle encore d'opposant aujourd'hui, même si voilà, la décision est prise, donc le terme est un petit peu caduc. Comment vous vous situez par rapport à tous les opposants qu'il y avait à ce projet ? Il y a eu des associations dont on a souvent parlé, évidemment. La CIPA, le CDPA que vous avez, que vous avez créé et que vous co-présidez toujours aujourd'hui. Il y a évidemment les zadistes. Vous étiez un opposant, mais comment vous vous situiez et vous situez encore aujourd'hui par rapport aux autres opposants au projet d'aéroport ? Alors depuis 2008, moi j'ai toujours dit que je faisais la part entre deux oppositions. Une opposition républicaine menée par les associations historiques, comme vous avez cité la CIPA, la DK et des autres associations, le CDPA également. Et puis une autre opposition qui venait des zadistes, qui n'était pas forcément une opposition liée au seul projet d'aéroport, mais qui était parfois une opposition contre la société en général. Donc j'ai toujours voulu faire la part entre ces deux oppositions, et je suis toujours resté sur une opposition républicaine, avec effectivement des procédures judiciaires que nous avons engagées. Mais bon, le droit nous permet d'engager des procédures judiciaires lorsqu'on n'est pas d'accord avec un projet. Mais je suis toujours resté sur ce schéma-là. Oui, il y avait une ligne blanche à pas franchir. Il y avait une ligne blanche, tout à fait, que je n'ai jamais franchie. Et c'est aussi pour ça que vous n'étiez pas forcément aussi affiché dans les manifestations qu'il y a pu avoir sur la ZAD. On ne vous y voyait pas. Alors, à une époque, si, avant la création de la ZAD, la zone à défendre par les zadistes, j'allais régulièrement aux manifestations, aux fêtes estivales organisées par la CIPA. Et j'ai effectivement arrêté d'y aller à partir du moment où certains zadistes venaient à cette fête. Donc votre ligne de conduite, c'était la légalité ? La légalité, tout à fait. À part, on peut s'opposer à un projet, mais toujours dans la légalité. Alors ce projet a connu une issue le 17 janvier 2018, et issue heureuse pour vous évidemment. Vous avez salué cette décision comme une décision courageuse. Vous vous y attendiez ? Non, j'avoue que j'ai quand même été un peu surpris. Alors j'ai dit que c'était une décision courageuse effectivement de la part du gouvernement, parce qu'on attendait depuis longtemps cette décision. C'était en fait ce qu'attendaient les habitants de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'une décision soit prise, que l'aéroport se fasse ou ne se fasse pas. Bon, majoritairement, les gens préféraient que l'aéroport ne se fasse pas, mais on attendait cette décision. Et ce que j'avais la fin de l'incertitude. La fin de l'incertitude, voilà. Et ce que j'avais dit à l'époque également, c'est qu'elle pouvait difficilement être contestée par les hommes politiques, enfin, ou les femmes, par le monde politique, surtout par celles et ceux qui n'avaient jamais pris de décision depuis 50 ans. On a un gouvernement, que je l'ai dit, il a été élu sur le premier semestre 2017, et en quelques mois, ils ont nommé des médiateurs, ils ont lu le rapport de la médiation, et ils ont pris une décision. Et je pense que là, c'était courageux, effectivement. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui a pu faire pencher la balance dans la décision, justement, de ce gouvernement ? Pourquoi, eux, ils ont dit non ? Non, c'est très difficile, il faudrait reprendre, effectivement, le compte-rendu à l'issue du Conseil des ministres, mais il y a différents arguments, il n'y a pas un argument en particulier qui a fait pencher la balance.
Alors vous avez aussi parlé donc de cette décision courageuse le jour du 17 janvier. Vous avez parlé aussi d'un soulagement immédiat, mais tout de suite aussi de la prudence en disant il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est ce que vous disiez il y a un mois. C'est ce qu'on peut encore dire aujourd'hui. Il reste encore des choses à faire. Je confirme, il reste plein de choses à faire. La première étape, c'est effectivement, on en a déjà parlé, la réouverture de la départementale 281. La RD 280, on en est où aujourd'hui? Est-ce que pour vous c'est réglé? Alors j'y vais pas régulièrement, j'avoue que je laisse le département faire les travaux. Sous protection de la gendarmerie. Je sais que les travaux avancent et je pense qu'effectivement, courant mars, allez, au plus tard fin mars, début avril, cette route sera réouverte à la circulation publique. Voilà, vous êtes affirmatif, confiant. Ah oui, moi je suis assez confiant, oui, tout à fait. Oui, je suis assez confiant. Le département fait le nécessaire pour que ce soit réouvert le plus rapidement possible. Même si le département ne veut pas forcément payer la facture. Mais bon. Après, on fait les travaux. Après, la facture, ce sera, je pense, une négociation entre le département et puis l'État. Voilà, mais je les laisse négocier entre eux. Les habitants sont impatients aussi de pouvoir reprendre cette RD 281 ? Ah, tout à fait. Les habitants de Notre-Dame, oui, parce qu'ils attendent depuis longtemps la réouverture de cette route. Mais pas que les habitants de Notre-Dame-des-Landes. Je pense aux habitants des communes voisines comme Fête-Bretagne qui avaient l'habitude d'emprunter cette route avant 2012 pour regagner l'agglomération nantaise, notamment pour aller travailler tout simplement. Est-ce que ça avait eu un impact aussi sur l'activité économique de la commune, le fait qu'on ne puisse plus prendre cette route départementale ? Pas forcément de la commune de Notre-Dame-des-Landes, mais je pense au village de la Pâclay où effectivement nous avons des commerces qui ont fermé, et notamment à cause de la fermeture de cette route. Du fait de l'accès qui était rendu difficile. Tout à fait. Alors évidemment, il y a la route, mais il y a surtout la ZAD, la zone à défendre, qui était la zone d'aménagement différé. Est-ce que vous, par exemple, vous parlez avec les zadistes aujourd'hui de l'avenir de la ZAD? Est-ce que vous avez un échange avec les zadistes? Non, c'est un peu trop tôt aujourd'hui. On avait toujours dit, j'avais discuté avec Madame la préfète de région, on avait toujours dit que la première étape, c'était la réouverture de la 281. Une fois que cette route départementale sera réouverte à la circulation publique, il faudra après se mettre autour de la table pour discuter effectivement de l'avenir des terres agricoles. Les discussions ont déjà un peu commencé. Alors, pas autour d'une table, non. Chacun discute dans son coin, chacun émet des hypothèses, mais on n'a pas discuté ensemble pour réattribuer toutes ces terres. Il y a beaucoup de monde à mettre autour de la table et ce sera sans doute un peu difficile, mais il va falloir procéder par étapes, là aussi par étapes. Je pense que la priorité, c'est de rétablir les agriculteurs qui travaillent toujours sur la ZAD, mais qui avaient été expropriés, qui avaient consigné leurs indemnités d'expropriation à la Caisse des dépôts et consignations. Les agriculteurs historiques, que sont par exemple la famille Fresneau. Par exemple, et qui doivent récupérer leurs terres le plus rapidement possible en rendant les indemnités d'expropriation. Ensuite, on a un certain nombre d'anciens propriétaires fonciers qui ne sont pas forcément des agriculteurs ou qui ne sont plus des agriculteurs, qui avaient engagé une procédure judiciaire devant les tribunaux et qui ont vocation également à récupérer leurs terres. Et puis ensuite, je pense également à des exploitations agricoles qui avaient leur siège d'exploitation en dehors de la ZAD, mais qui avaient une partie de leurs terres agricoles dans la ZAD. Et il va falloir veiller à reconstituer ces exploitations agricoles pour pouvoir installer des jeunes, parce qu'on a aussi des jeunes à installer. Et puis il y a aussi donc, tous ceux qui sont sur la ZAD de façon illégale, qui ont aussi des exploitations, qui ont aussi des activités agricoles. Il existe aussi des terres qui ont été propriétés notamment du Conseil général à l'époque depuis très longtemps, ce sont des terres qui ont été vendues à l'amiable à l'époque. Donc je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde s'il y a des expériences agricoles, agro-environnementales qui veulent s'exercer sur le territoire. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puisque vous avez quand même sur la ZAD 1650 hectares. Alors il y a aussi des zones boisées qui ont vocation à rester boisées. Et puis le département également possède des réserves foncières, pratiquement 200 hectares de réserves foncières en dehors de la ZAD, qu'il va falloir également réattribuer. Elles sont exploitées aujourd'hui avec des baux précaires, mais il va falloir rediscuter de tout ça pour pouvoir réinstaller tout le monde. Et vous pensez qu'il y a une solution légale et possible parce que voilà, on sait qu'il y a des occupations qui sont illégales pour le moment et qu'il va falloir pourtant trouver une issue légale. Vous croyez que c'est possible? Au final, il faudra qu'effectivement tout le monde soit dans la légalité. Mais encore une fois, on a suffisamment de terrain pour que tout le monde puisse travailler ensemble, et si on se met tous autour d'une table sous l'égide de la préfecture, je pense qu'on peut arriver à un accord. Alors ça va sans doute prendre un peu de temps, mais je pense qu'on peut y arriver. Vous êtes confiant? Je suis confiant. On peut se donner 1 an ou 2 ans pour le faire.
Est-ce que le développement de la commune a été un peu mis entre parenthèses du fait du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qu'aujourd'hui, maintenant qu'on sait que voilà, ce dossier est enterré, il y a d'autres projets qui vont arriver sur la commune, des projets d'aménagement, des projets de lotissement? Je ne pense pas que ça change quelque chose dans le développement de la commune. On va garder le même rythme de développement. Avant, quand il y avait le projet d'aéroport, ça n'a pas empêché beaucoup de gens de venir construire à Notre-Dame-des-Landes. Et parce qu'on avait un rythme de construction de 15 à 20 pavillons par an. Et on gardera ce rythme de construction. Il n'y aura pas plus d'installations? Il n'y aura pas plus d'installations, non, pas du tout. Non. Ça restera la même chose. La ville de Notre-Dame-des-Landes a été sous les projecteurs pendant des années et des années. C'est une notoriété importante pour la commune. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui il faut en profiter, en tirer profit, surfer aussi sur cette vague de notoriété, ou au contraire, c'est bien, on va reprendre entre guillemets une activité normale et retrouver un petit peu de calme? Est-ce que vous voulez profiter de cette notoriété? Je pense qu'on va retrouver, moi j'espère retrouver une activité normale, être un peu moins sous les feux des projecteurs, et puis continuer à travailler sur nos projets communaux, parce qu'on a encore des projets communaux, et intercommunaux. Il n'y aura pas un tourisme à Notre-Dame-des-Landes lié à ce projet d'aéroport? Le tourisme, il existe déjà. On est en train de le développer. On a un établissement public qui a été créé avec la communauté de communaire de Régève, celle du Pays de Blain et celle de la région de Nozette. Il y aura peut-être un parcours ZAD alors dans tout ça. Après, non, il faudra les chemins qui étaient sur la ZAD, il faudra les relier avec le reste. Ils n'ont pas vocation à rester fermés. Au contraire, puisque ça s'ouvre sur les autres communes de Vigneux de Bretagne, Fait de Bretagne. Donc il faut au contraire les ouvrir. Et il y a des promenades intéressantes à faire sur un bocage qui aujourd'hui, je le rappelle, est un des plus beaux bocages de Loire-Atlantique. On parle d'avenir, Jean-Paul Naud. Dans 2 ans, il y a des élections municipales. Est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin? Est-ce que vous allez vous représenter en 2020? Non, je n'y pense pas en me rasant le matin. Je n'ai pas pris de décision aujourd'hui. C'est trop tôt pour en parler. Moi, je pense qu'une décision doit toujours être prise dans la dernière année du mandat. 2 ans avant, c'est beaucoup trop tôt. Et il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses, voilà, tout à fait. Parce que là, on pourrait se dire, voilà, le projet, il est enterré, j'ai fait ma part du travail, j'arrête, je rends les clés. Non, on a encore beaucoup, comme on l'a dit, on vient de le dire, on a encore beaucoup de travail à faire avec la redistribution des terres. Et puis, non, il faut continuer jusqu'au bout. D'accord. Bon. Bien, merci beaucoup, Jean-Paul Naud, de nous avoir accordé du temps. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de Télé Nantes et aussi l'entretien que nous avons eu hier avec le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, Jean-Claude Lemasson. À très bientôt.